Vendredi 29 juillet 2016, place du Poufre, aux voix vives, dans le marché du livre, avec Bruno Doucet. Pour lancer la conversation, ce court résumé de toi-même, poète, homme, auberge, des autres et de tes propres mots. C'est une belle idée, c'est une belle image. Être poète et éditeur de poète, c'est trouver le gîte et le couvert dans les mots que l'on publie. Voilà. C'est voyager à travers l'univers des autres. Et puis plus fondamentalement, c'est entortiller d'autres fils de vie au tout petit fil fragile et un peu dérisoire qui est celui de l'écriture personnelle. De sorte que de fil tressé en fil tressé, nous arrivons à tendre une corde bien solide qui est celle sur laquelle nous avançons en funambule à une fraction de seconde de la bascule qui peut se produire à tout moment, mais nous avançons les bras tendus vers les étoiles. Une corde, mais aussi une toile. Oui. C'est important. Oui, oui, oui. Pour la barque poésie que tu diriges d'une certaine manière. Oui, c'est une barque. Et ce que nous enseigne l'art de la navigation éditoriale, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir un paquebot pour traverser les océans. Mieux vaut une petite embarcation souple, que l'on peut manœuvrer à quelques-uns et qui va pouvoir remonter des fjords inconnus, entrer dans des estuaires, partir à la découverte des poésies du monde. Et de ces voyages au long cours, parce que la vie est un voyage, eh bien, ce bateau, ce caïque, cette petite embarcation ramènera non pas des pierres précieuses, des étoffes, des épices, du pétrole ou des esclaves, mais des voix de poètes. Mais en tout cas, pour en revenir à l'idée de ce qu'est une maison d'édition, eh bien pour moi, une maison d'édition, c'est un bateau. C'est un bateau qui, pour ma part, ne se refuse aucun voyage, qui n'est pas réductible à quelques tropismes exclusifs. Les poètes que je publie viennent de tous les horizons. Alors de France, bien sûr, mais aussi des pays européens voisins, en quelques années, eh bien, de Belgique, de Suisse, de la péninsule ibérique, de Roumanie, etc. Et puis au-delà, plus loin, de Grèce, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, de Nouvelle-Calédonie, d'Australie, de Nouvelle-Calédonie, puisque nous venons de publier un livre de dialogue entre deux voix calédoniennes, Imasango et Dewe Gorodé. Donc c'est vraiment partir là où le vent nous porte et vivre cette utopie, transformer cette utopie en réalité, en force collective. Reprendre, pour évoquer un peu le passé, une partie de la démarche éditoriale de Pierre Segers que tu as bien connu. Tu as dirigé un temps oui. Lafon Segers, la collection poète d'aujourd'hui. Alors j'ai dirigé les éditions Segers, j'ai été le éditions directeur Segers. littéraire. Oui. Je n'ai pas dirigé les éditions Robert Laffont, sans de... quoi Segers n'aurait pas été mis en sommeil. La marque et son dirigeant ont été sacrifiés sur l'autel du capitalisme le plus sauvage, je vais dire le plus abject. L'histoire, c'est quoi en deux mots? Pierre Segers, en 1939, au moment où la guerre se déclare part aux armées, il décide de créer une revue qui publiera les poètes qui sont au combat, la revue PC, Poètes Casqués, puis la revue Poésie, Millésime, 40, 41, 42. Et le 10 mai 1944 paraît le premier livre de la collection Poètes d'aujourd'hui, consacré à Paul Éluard. C'est un livre de Louis Parrot. Soit dit en passant, c'est le premier livre au format de poche, que l'on peut glisser vraiment dans une poche. Et ce livre est paru sur les presses de l'imprimerie du Salut Public à Lyon. Formidable. Voilà, on pourrait dire très simplement et sans jeu de mots que la poésie est une entreprise de salut public. Et puis Pierre Segers va devenir le grand éditeur de la seconde moitié du XXe siècle, ouvert aux poésies du monde, publiant des auteurs en édition bilingue, à commencer par Neruda, par exemple. Mais voilà qu'en 68, cet homme déjà âgé vend sa maison à son meilleur ami, Robert Laffont, un grand éditeur, né comme lui pendant la guerre. Mais Robert Laffont, au gré des difficultés économiques,
va devoir accepter de baisser pavillon, il va devoir accepter un rachat, et voilà que les éditions Séguers se retrouvent dans un groupe éditorial. D'abord un petit groupe, puis un groupe de taille moyenne, puis un groupe immense, qui finira par compter 45 maisons d'édition françaises. C'est un continent tout entier, mais c'est un continent gouverné parfois par des fous, par des gens qui n'ont pas d'autre objectif que celui de faire de l'argent. Et en 2007, le groupe catalan Planeta, installé à Barcelone, rachète le grand groupe français Editis. Il achète plus gros que lui. La chèvre que le boa a pensé pouvoir avaler et digérer facilement ne passe pas si facilement, justement. Et on va demander aux dirigeants qui rapportent le moins d'argent, à commencer par celui qui dirigeait les éditions Séguers, de bien vouloir partir. De bien vouloir partir parce que la poésie ne sert à rien, me disait-on, en temps de crise. Je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que, souvenez-vous, le cœur des éditions Séguers a commencé à battre en 1936, quand celui de Lorca s'est arrêté sous la mitraille franquiste. Et par une sorte de retournement sarcastique de l'histoire, Planeta est une maison qui a fait sa fortune, non pas seulement sous Franco, mais avec Franco, le père fondateur étant un ami personnel du dictateur, et il a été chargé d'élaborer pour lui les programmes pédagogiques en histoire, en littérature, et il a fourni pendant 40 ans la dictature franquiste en manuels scolaires. Voilà d'où vient l'argent, voilà d'où vient aussi cette idéologie qui va mettre à mal la maison que j'ai profondément aimée. Mais c'est une histoire pour moi ancienne. Oui, une histoire ancienne, mais qui t'a permis de te projeter vers ta propre maison d'édition. Je n'aurais pas créé ma maison d'édition et j'en serais peut-être resté à l'enthousiasme du jeune éditeur que j'étais. Or, cette expérience vécue quand même dans la douleur a transformé mon enthousiasme en une sorte de rage. De rage de vivre, de rage d'éditer, de désir enragé de poursuivre cette aventure avec les auteurs que j'avais publiés et puis beaucoup d'autres. Peut-être en endossant un certain nombre des valeurs de Pierre Séguers, la confiance qu'il faut avoir dans l'héritage de l'éducation populaire, le goût de l'ailleurs et de ses voyages autour du monde, des publications bilingues ou trilingues, la défense d'une poésie qui n'aurait pas dissocié les voies du lyrisme et celles de l'engagement, et puis, le plus important, que Pierre Séguers a lui aussi pratiqué, considérer que publier des livres, si beaux soient-ils, ce n'est jamais que donner la demi-vie de la littérature à la poésie, qui a besoin d'une autre demi-vie pour être pleine et vivre pleinement son existence de poésie. Cette autre demi-vie, c'est la rencontre vivante avec un public, c'est la mise en voix du poème. Cela passe par la voix, par la parole, par le chant, par la scène, par la musique. Et par des festivals, notamment celui des Voix Vives. Bien entendu. Si tu avais, comme pour faire une transition avec ta propre création, parce que souvent un éditeur qui est aussi poète est oublié, y compris par ses poètes, d'une certaine manière. Si tu avais une définition à faire de la poésie, spontanément là. Je dirais d'abord que la poésie est comme le pain. Comme le pain, cet aliment universel, elle se fait avec des éléments extrêmement simples, des mots de sel, de farine et d'eau, auxquels il convient de rajouter les levains qui fermenteront dans l'esprit du lecteur. Mais comme le pain, la poésie se partage et nous nourrit. Et puis il y a une autre image que je voudrais employer, c'est celle de cette grève, de cette plage à marée basse, encore luisante de la présence de celui qui vient de se retirer, l'auteur, offrant un large espace aux déambulations de ceux qui vont pouvoir appréhender ce territoire. C'est cela la poésie, c'est un espace ouvert et offert à la liberté d'interprétation du lecteur. Et sans ce lecteur, sans cette liberté, le poème n'existe pas.
Le poème est une partition qui est jouée par le lecteur. Toujours. Ce que tu viens d'énoncer me confirme les titres que tu as choisis pour 2 de tes derniers livres. Ceux qui se taisent, Oui. s'il existe un pays. Les titres, justement, confirment tes propos. Oui, oui, je crois. S'il existe un pays, alors il ne peut être que celui dont la poésie dessine les contours. Celui que la poésie nous permet de parcourir, d'arpenter, et un pays dans lequel les frontières ne sont pas là pour séparer les êtres humains, mais pour leur donner envie d'aller voir de l'autre côté, d'aller rencontrer l'autre, par-delà les frontières linguistiques, territoriales, culturelles. Quant à ceux qui se taisent, on comprend assez bien que ce sont le silence des gens autour de nous, ceux qui sont privés de la parole et qui ont besoin des poètes pour que cette parole remonte du silence, un peu comme l'odeur de la terre remonte sous une pluie d'été. Et c'est ce que j'ai cherché à faire dans ce livre. Ce livre que j'ai écrit pratiquement entièrement au cours de l'année 2015 en tentant de répondre à cette injonction de Odysseas Elitis, le grand poète grec, qui disait « Poète en ton siècle, dis ce que tu vois ». J'ai voulu raconter le quotidien de ces villageois de Crète, dans un village où je vais très souvent, qui vivent de très dures conditions de vie, mais qui en même temps tiennent à leur dignité et à la solidarité fondamentale qui est au cœur de leur vie. Eh bien, ils y tiennent comme autant qu'à leurs habits de la fête. Est-ce que tu t'identifies comme poète à Thésée, qui va tuer le Minotaure de la barbarie? Le Minotaure, il y a longtemps que dans mon esprit, il est humanisé. Je ne vois pas dans le Minotaure le symbole absolu de la barbarie. Je vois plutôt l'homme enfermé qui est devenu mauvais en raison de son enfermement. Celui qui est, par sa monstruosité originelle, rejeté, ostracisé. Voilà. Alors, pour moi, le Minotaure ne serait pas la figure de la barbarie. Pas plus d'ailleurs que le labyrinthe ne serait la figure de la perte ou de l'errance. Le labyrinthe m'apparaît plutôt comme une métaphore de la vie, avec ce droit que nous avons de nous tromper, de nous heurter à un mur et de faire un pas en arrière pour trouver un autre chemin. Quand tu as fait ce livre que j'ai lu attentivement, j'en ferai une chronique, hein. Le carnet retrouvé de Monsieur Max, bon, c'est tout la tragédie du siècle que tu as abordé, du XXe siècle, Oui. Et puis aussi l'homme attentif aux autres, l'homme des correspondances. Oui. Alors d'abord, peut-être te dire que ce roman sur Max Jacob s'inscrit dans un projet plus large, puisque depuis maintenant une petite dizaine d'années, je consacre des romans à des poètes assassinés. J'ai commencé par le chanteur chilien Victor Jara, si on veut le prononcer à la française, exécuté par les sbires de Pinochet en 1973, après le coup d'État. J'ai poursuivi avec 2 livres sur Federico Garcia Lorca, et surtout un roman chez Actes Sud. J'ai poursuivi ce travail ensuite avec ce roman, Si tu parles Marianne, consacré à une résistante juive allemande, dont on ne connaît qu'un seul poème, un seul. C'est tout ce que nous connaissons d'elle, mais un poème qu'on a retrouvé dans la poche d'un petit garçon qu'elle a sauvé de la mort avant elle-même d'être emportée par la barbarie nazie à l'âge de 22 ans, au cours de l'été 1944. Et puis est venu ce livre sur Max. Alors Max, qui est-il et quel est le Max parmi
tous les Max Jacob qui ont couru la France et le monde de l'imaginaire au cours du XXe siècle, celui qui m'a le plus intéressé. Ce n'est pas le dandy, ce n'est pas l'homosexuel provocateur, ce n'est pas l'artiste brillantissime qui est à l'origine de tous les grands mouvements artistiques du XXe siècle, ce n'est pas le compagnon d'atelier de Picasso, ce n'est pas celui qui portait le frac et le monocle, non, c'est le vieil homme, retranché à Saint-Benoît-sur-Loire, qui, à la fin de sa vie, est un vieux juif proscrit, un écrivain qui est spolié de ses droits d'auteur, qui ne peut plus publier, qui doit porter ce qu'il appelle l'étiquette, c'est-à-dire l'étoile jaune, et qui attend que son heure sonne, qui a refusé d'être exfiltré, d'aller se cacher ailleurs. Picasso et d'autres lui ont proposé de partir en Espagne, il refuse. Bon. Et il attend que son heure sonne, avec en même temps l'espoir que la folie qui s'est emparée du monde cessera et qu'il pourra mener la vie qu'il veut mener, c'est-à-dire une vie d'homme apaisé par la prière, nourri par les innombrables correspondances qu'il entretient au quotidien et habité par la poésie. Voilà. Rien de tout cela ne sera possible. L'hiver 43-44 est celui où Max bascule dans le noir, ma vie finit dans le noir, dira-t-il. Mais il y entre avec un sens aigu de la déréliction, un humour extraordinaire, un humour d'échafaud que j'ai pratiqué pour lui, et puis une tendresse pour les gens qui l'entourent, en particulier un jeune garçon qu'il rencontre dans la prison d'Orléans, là où Jean Rousselot n'a pas pu agir comme il l'aurait souhaité, il n'a pas pu l'en faire sortir avant de partir pour Drancy où sa vie s'arrête le 5 mars 1944. Voilà. Merci Bruno.